On ne va pas rappeler aujourd'hui toute votre vie qui est très riche, hein, votre naissance en Lorraine, donc en 1923, comment ensuite vous êtes allé au lycée de Nancy, vous avez fait Mathelem, philo, et puis c'était la guerre, donc vous êtes parti vers... et la préparation à cire, c'est ça qui est important. La préparation comme corniche, à la voilà. corniche cire qui venait d'être créée, donc vous l'avez presque inaugurée, non? Ça préparait à la fois HSC pour les Allemands et Saint-Cyr. Ah d'accord, d'accord. Et pour nous, Saint-Cyr permettait de sortir de la zone interdite. Eh oui, oui, oui. Donc en plus du désir de servir. Bien sûr, bien sûr. Il y avait quand même deux ressorts. Oui. Oui. Et alors après, donc, au moment, bon, vous finissez la corniche, et là, c'est le moment que vous choisissez pour partir vers l'Afrique du Nord. Oui, par l'Espagne. Par l'Espagne. Oui. En fait, ça sera par le Portugal. Bon, vous faites un petit séjour à Miranda. Oui. Donc vous racontez tout cela dans vos mémoires écrites. Et puis ensuite, donc, vous arrivez au Maroc, d'abord, à Casablanca. Voilà. Oui. Et ensuite, vous allez vous retrouver donc en Algérie, à Cherchell, vous ferez vos EOR, Oui. donc, et puis vous allez suivre l'armée française, donc le débarquement en Provence en août 1944, Voilà. Et puis vous remontez tout le Rhône, vous participez à la libération des Vosges, de l'Alsace, vous partez vers l'Allemagne. Donc, et pour clôturer le tout, vous recevez la médaille militaire des mains de Charles de Gaulle. Oui. Vous vous rappelez vaguement un peu de cette cérémonie, non? Oui. Oui. Bon. De Gaulle était un homme immense à tout point de vue. Oui. Quand il est arrivé devant moi, déjà il y avait le poids du casque, et j'étais obligé de lever la tête comme presque un abo. Et l'homme était impressionnant, faut pas le nier. Il m'a dit, alors, et ça, les affaires se sont bien passées au deuxième pays algérien? Alors, qu'est-ce que vous voulez répondre? Oui, en général. Bon, et puis, allez, au revoir. Ça. Il était quand même froid comme un glaçon. Il apprenait toujours les noms de tous les gens qu'il décorait à l'avance. Ah oui, oui. Alors il se payait comme ça la joie de les appeler par leur nom. Ah oui, c'est... Ce qui faisait un effet extraordinaire. Bien sûr. Au récipiendaire. Et donc, la décision que vous allez prendre quelques semaines ou mois après, de rester dans l'armée, d'aller donc dans cette nouvelle école des cadres qui est créée au bord du lac de Constance, c'est une décision que vous n'avez pas eu beaucoup de mal à prendre, puisque vous aviez fait corniche. Oui. D'autant qu'à cette époque-là, De Gaulle a décidé que tous les élèves des grandes écoles qui étaient passés par l'Espagne pour le rejoindre seraient déclarés reçus, comme s'ils avaient passé le concours. Oui. Ce qui fait que je suis Saint-Cyrien sans avoir passé le concours. D'accord. Nous sommes une bonne trentaine dans le même cas. D'accord. Oui. Et cette école des cadres, donc créée par le colonel Lecoq, ça correspondait à quoi? À une école d'application? Donc, Delattre avait inventé ces écoles pour développer, si je puis dire, les valeurs morales, le dynamisme. On y faisait de tout et un peu de vie militaire. On commençait le matin aux aurores par la gymnastique. Il y avait le parcours du combattant, il y avait les veillées le soir, les veillées morales. C'était pas tellement marrant parce qu'il fallait inventer des sujets. Et on n'était pas tellement... j'avais quel âge? 21 ans, 22 ans. On était un peu sec. Hein. Vous n'aviez pas fait de scoutisme? Non, je n'avais pas fait de scoutisme. Non. Parce que ça vous aurait aidé, ça m'aurait aidé pour les veillées. Tout à fait le scoutisme. Voilà. Mais les écoles de cadre, oui, ressemblaient un peu à ça. C'était très dynamique. Il y avait une ambiance du feu de Dieu, et j'y étais heureux. C'était un peu du scoutisme sous l'uniforme, vous avez raison. Et combien de temps êtes-vous resté? Un an par là? Oui, une bonne année. Une bonne année. Oui. Et alors après, vous êtes... Alors je suis revenu à mon régiment, quand le brave père Lecoq
à penser qu'il fallait, pour mon plaisir, me remettre dans... C'est un peu une famille, un régiment. Alors, me remettre dans ma famille, et j'étais heureux d'y retrouver tous les copains de guerre. Et où était c'était le 4e zouave? Non, c'était le 2e Spahi algérien. Le 2e Spahi, pardon, algérien, qui était en garnison où... À Pirmasens. Pirmasens, c'est dans le Palatinat. Ah, dans le Palatinat, oui, c'est d'accord. Pas loin de la frontière. D'accord. En face beach. Voilà, dans la zone occupée, quoi, par les Français. Oui. Oui. Et donc là, bon, même question. Alors, vous êtes désormais, vous n'êtes plus aspirant, vous êtes sous-lieutenant ou lieutenant? Oui, j'ai subi une bonne promotion. Je suis sous-lieutenant. Voilà. Écoutez, c'est normal après ce que vous avez fait. Il ne faut pas que ce soit abusif. Et donc, bon, vous avez une section, non? Oui, une section. Alors on prend les jeunes qui arrivent, les jeunes du contingent, là. Oui. La conscription a été rétablie, et on les forme alors à la Delâtre. C'est-à-dire qu'ils passent, et nous passons, pratiquement tout l'été sous la tente. Et on rentre en caserne en hiver, ou disons à l'automne. C'était pas une mauvaise... C'était la méthode de Delâtre, ça. Et quel était l'objectif, là? C'était... Oui, dynamiser les types, qu'ils vivent un peu à la dure, qu'ils vivent dans la nature, c'était pas du tout stupide. Enfin, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. D'accord. Et ensuite, donc, alors, vous allez rester là, donc... à la tête de la section pendant je reste un années. an, et alors là, je suis poursuivi par les écoles de cadre, où on n'est pas tellement fanat d'aller, parce qu'on est pris on est pris depuis le matin jusqu'au soir, en raison de ces fameuses veillées, et je me retrouve affecté à Saint-Mexan. D'accord. Autre école de cadre, oui. Et puis de Saint-Mexan, on m'envoie à une énième école de cadre, qui, elle, est à... Non, celle-là est à Cherchel. Et je reste à Cherchel depuis 48 jusqu'en 49, jusqu'en juin 49, où là je suis expédié donc en Indochine. C'est le moment où on commence à avoir besoin de chair fraîche et de jeunes sous-lieutenants. Votre épouse vous a suivi à Cherchel, oui? Oui, bien sûr. Elle n'a pas été très heureuse à Cherchel, parce que Cherchel, qui avait donc une garnison anormale, n'avait pas de logement. Ah, oui. Alors nous avons vécu pendant toute cette période dans une chambre unique. Chez l'habitant. C'était pas la vie rêvée. Non. En dépit de la Méditerranée toute proche, non, c'était pas l'idéal. Et donc vous arrivez en Indochine donc en 49 à peu près. Alors l'Indochine, j'aurais dû la faire dans la Légion étrangère. Mais mon cousin, le général Vézinet, qui n'était pas encore général, que je connaissais à peine, c'était un cousin. C'était d'ailleurs par alliance le mari de ma cousine Germaine. A été par accident affecté en Indochine pendant que j'étais en traversée avec la Légion. Et il a réclamé mon affectation chez lui. C'était l'affaire des fuites. Oui, il remplaçait, il avait été amené à remplacer en toute urgence le général Le Puloc, qui était simplement l'auteur d'un des documents objet de la fuite. Et moyennant quoi, je me suis retrouvé à Niatrang. C'est-à-dire, c'était où par rapport à Hanoï, non Non, c'est la Nam. Ah bon, le centre, donc. Oui. Vers Hue, vers... C'est au sud d'Hue. On était séparés de Hue par une zone Viet Minh importante, qui elle occupe vraiment oh oui, les Viet tenaient 120 à 130 km de côte, où on allait uniquement faisant des débarquements avec la marine. Et vous êtes resté en Indochine à cet endroit? Non. Quand au bout de 3 mois, j'ai dit au général Vézinet, je suis un peu jeune pour vivre en état-major, j'aimerais bien quand même aller retrouver... Et alors, on m'a donné la responsabilité de ce qu'on appelait un quartier. J'ai hérité d'un quartier qui était sur la route Saigon-Dalat, immense. Et quand je suis arrivé, le type qui devait devenir mon adjoint avait été tué. Alors, je n'ai trouvé personne pour me présenter,
ni ma mission, ni mes troupes. C'était assez drôle. C'est l'administrateur du coin qui m'a donné mes... enfin, qui m'a instruit sur ce que j'avais à faire dans le coin. Mais un quartier, alors, donc entre Saïgon et Dalat, bon, il y a... Écoutez, mon quartier, comme c'était une zone molle, c'est-à-dire une peuplade vraiment anti-viette, il ne se passait pas grand-chose. J'avais 80 km de route, plus son prolongement vers la mer, sur une largeur d'environ 40-50 km. Alors, j'avais là 4 postes et 2 compagnies de supplétifs. Il s'agissait surtout d'assurer la sécurité de cette route stratégique, hein, puisque c'était Hanoï-Saïgon. 2 postes qui étaient... je ne sais pas si vous voyez un peu la carte de la... Oui. Vous avez la cordillère anamitique qui tombe assez brutalement sur l'océan. Et mes derniers postes étaient en vue de la plaine. Et alors là, j'avais comme encadrement un officier au départ, puis ensuite quelques sergents de la coloniale et surtout des types de la LVF. J'avais à peu près une douzaine de types de la LVF. Mais ils étaient à quel titre? Ils avaient été libérés de la prison à condition qu'ils prennent un engagement pour l'Indochine. Et c'était des types au plan guerrier, qui étaient beaucoup plus forts que moi, qui n'était qu'un cavalier blindé. J'ignorais tout du combat de Biffin, et c'est eux qui m'ont, en quelque sorte, appris la guérilla. Mais ils étaient intégrés dans votre régiment de Spahi? Non, là, j'étais plus Spahi. Hein. Non. Je n'avais pas d'armes. Qu'est-ce que je pourrais... Supplétif, officier détaché chez les supplétifs. Donc, eux, ils étaient à titre de supplétifs, alors Oui, pareil, oui. Parce que normalement, j'aurais compris qu'ils soient intégrés dans la Légion. Il y en a eu pas mal, des anciens... Non, tous ces... Oh, il y a eu, je crois, à peu près 1 millier de types qui sortaient de Clairvaux. Et ils ont tous été affectés chez les Moyes, Ils ont au départ formé un bataillon qui était en Sud-Anam, du côté de Fontiette. Puis on a trouvé qu'il serait bien plus utile de les disperser pour encadrer les supplétifs. Et c'était pas bête. Ces types me servaient de chef de groupe. Ils étaient tout à fait remarquables. Alors, bien entendu, en opération, ils avaient envie de me raconter leur vie. Et là, j'ai fait preuve d'une sottise de jeunes officiers. Je leur dis non. À l'époque, nous étions les uns contre les autres. Je ne tiens pas à connaître votre passé. Nous servons maintenant dans le même côté. Alors restons-en là. Mais j'en regrette aujourd'hui. Ils parlaient correctement le français? Ah, mais c'était tous les Français. Ah bon? Ah oui, c'était donc la Légion Charlemagne, tout ça? C'était la Légion Charlemagne. Ah d'accord. Ceux que j'avais dans les postes s'étaient battus jusqu'à Berlin. C'est pourquoi je vous dis, au plan de la guerre, ils en connaissaient beaucoup plus que moi. Et dans la BIF. Et ils avaient un grade, là, la plupart, ou ils étaient simples soldats? Simples soldats. Simples soldats. En principe, l'idée avait été retenue et on aurait dû en recevoir bien plus. Mais le Parti communiste s'est opposé à cette solution. C'est dommage parce que c'était l'occasion d'abord de les racheter et surtout de les utiliser d'une manière utile. Et votre état d'esprit, bon, donc vous êtes, mettons, en Indochine depuis plusieurs mois, et vous avez l'impression, là où vous êtes en tout cas, que l'Indochine risque d'échapper aux Français, ou... non, pas, vous en êtes sûr déjà? Ah oui, déjà, tout à fait. Quand je suis passé à Bellavès, j'ai écouté une conférence de M. Mesmer, qui venait faire un stage à la Légion étrangère pour passer commandant. C'est assez drôle qu'un futur ministre ait envie de passer commandant. Et alors il a fait une conférence sur l'Indochine, qu'il connaissait, puisqu'il avait sauté, lui, en parachute, en 1945. Le mec était incontestablement courageux.
Et alors, il nous a tenu un langage qui était très clair, et il a terminé son avis en nous disant, vous savez, jeunes gens, vous allez vous battre pour obliger le Viet Minh à s'asseoir autour d'une table et à signer un traité qui nous permettra de partir dignement. Ah oui, c'était clair et net. Hein. Oui, oui. Il n'y avait pas aucune illusion à se faire. Non, j'avais cru, si vous voulez, que dans les mentalités, c'était un peu comme ce sera en Algérie, c'est-à-dire qu'en 49, 50, 51, on croit encore à la possibilité de garder l'Indochine. Et que ce n'est que vers 51 qu'on commence à penser que la situation est tragique. Donc c'est intéressant. Je parle évidemment à mon compte. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, je vais lire Le Monde. Oui. On va lire Le Monde au foyer, enfin, parce que, je sais pas, non, vous n'avez pas connu cette époque, vous étiez trop jeune, mais les fonctionnaires et les militaires, en 47, 48, 49, on était sous-payés. On n'avait même pas de quoi se payer le journal, c'est incroyable. J'allais lire le journal à la popote des officiers. Et alors, à l'époque, je ne sais plus quel était le type qui, dans Le Monde, était le spécialiste de l'Extrême-Orient, un type remarquable. Oui. Et qui, effectivement, quand on le lisait, nous annonçait qu'il fallait partir. Puis je savais quand même par Vésiné que Leclerc, en 1946, avait négocié des accords d'armistice, et je connais même le nom du type qui a établi son rapport, c'est Ropiton Préneuf, un polytechnicien qui avait une adoration pour Leclerc, et qui le servait en dirigeant son deuxième bureau. Moyennant quoi c'était donc réglé, et Leclerc avait envoyé Ho Chi Minh pour achever de régler cette affaire, avec un des rares officiers qui parlait bien le Viet, et devinez qui était cet homme? Raoul Salan. Ah oui, ça, non. Le père Salan avait servi en Indochine dès sa sortie de Saint-Cyr, et à l'époque, les jeunes sous-lieutenants se prenaient des pépés locales, c'était très à la mode, moyennant quoi, il parlait parfaitement et le vietnamien et le laotien. Alors c'est comme ça que Leclerc avait choisi Salan pour cornaquer Ho Chi Minh. Et ça, c'était donc l'époque des années 46-47, effectivement, oui. Donc, où on pensait qu'on allait aboutir à un accord, en quelque sorte. Mais après, il y a eu d'Argentlieu, il y a eu... c'était d'Argentlieu. Déjà. Si je puis dire, Leclerc désobéissait. Oui, à d'Argentlieu, voilà. Oui. Et Leclerc disparu, c'est d'Argentlieu qui a récupéré. Bon... et alors ensuite en Indochine, donc vous restez donc à surveiller, à sécuriser cette zone entre Dalat et Hanoï. Et Saigon, pardon, et Saigon. Ah, sur la frontière, je m'arrête à la frontière d'Annam. D'accord, d'accord. Parce qu'il y avait une frontière quand même là. On appelait ça la frontière. Oui, c'était une province. Oui, c'était une province. Cochinchine, Annam. Oui, il y avait la Cochinchine, qui était la plus riche. L'Annam. Et le Tonkin. Et le Tonkin. Et puis, certains de mes camarades servaient au Cambodge, et d'autres au Laos. À l'époque, il y avait comment dirais-je, des chefs indigènes, là, par exemple pour l'Annam, non, toujours ou pas? Je me souviens pas. Dans mon coin, les Moïs, je ne sais pas si vous les connaissez un peu. Mal, je sais que c'est des peuples à la montagne. C'est une population qui aurait intéressé M. Lévi-Strauss, et qui l'a intéressé, du reste il a trouvé un correspondant, un de mes voisins, pour décrire les mœurs des Moïs. Les Moïs, c'est l'âge du bronze, ils n'ont pas d'écriture, tout se transmet par voie orale, ils ont le sens poétique, ils vivent en tribu, et encore tous les types de la tribu ne se connaissent pas. Alors, ces types vivent de cueillette, d'un peu de riz de montagne, ils font les rails, une fois par an, ils coupent les arbres, ils les brûlent, ça fait la cendre, ils prennent leur riz. Comme ils sont assez portés sur la boisson,
hélas, ils boivent une bonne partie de l'alcool de riz. Et ils chassent. Alors c'était des chasseurs merveilleux. Je n'ai jamais craint une embuscade avec mes moyens. Ils étaient capables de me dire, là, il y a 1 heure, il y a 5 types qui sont passés. Je revivais l'époque où je lisais les aventures avec les Indiens de ma jeunesse. Et c'était réel. Alors j'avais la chance de posséder un ancien chasseur d'éléphants, Yaba, qui était un homme merveilleux. Ah. C'était un de mes fils. D'accord. Et Yaba avait été blessé dans cette affaire où mon adjoint, que je n'ai jamais connu, a été tué. Il s'appelait, quand je passe à Tarbes, je pense à lui, alors que je ne l'ai jamais vu, Chalmandrier. Ah oui, il y avait. Je suis allé dans le magasin pour dire est-ce qu'il était votre parent. Parce que c'est assez miraculeux. Le pauvre arrivait lui aussi. Et alors, vous êtes resté, donc vous êtes resté en Indochine de 49 à fin 51. À fin 51. Oui, j'ai fait 2 ans. Oui. Et donc, toujours avec cette mission, dans ce coin. Voilà. Oui. D'accord. Alors, je dois dire que après l'affaire où Chalmandrier a été tué, c'était une grosse unité viette qui était montée de plaine, donc de peuplement viette. Viette. Oui, enfin, Fantiette était une zone très viette. Et ils étaient montés à 500, 600 pour assiéger le poste. Et Chalmandrier, qui débarquait dans cette mission, a voulu aller apporter du ravitaillement au type du poste qui, par radio, criait au secours, bien entendu. Et il n'a pas attendu de renfort. Et il est tombé donc dans une embuscade où on a perdu, puisque je suis arrivé le lendemain, on a perdu une 15aine d'hommes. Le pauvre Chalmandrier, mon chef, le fameux Yaba, et deux types de la LVF qui ont été faits prisonniers, qui ont été lâchés par les Viettes 1 an et demi après. Et ça, vous ne le savez pas, mais la sécurité militaire, quand il s'agit de récupérer des anciens prisonniers, sont terribles. Ils sont seuls à les voir. On n'a pas le droit de... J'ai même pas eu l'autorisation d'aller converser avec eux pour savoir exactement ce qui s'était passé, ou comment ils vivaient chez les Viettes, ou les gens de la sécurité militaire sont un peu étroits d'esprit. Voilà. Bon. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est... Bon, ça a foutu une grande frousse dans mes troupes. Mais ils ne voulaient plus sortir. Alors, mon rôle, ça a été de les remettre, si je puis dire, dans le bain. Alors, j'ai eu une activité à l'époque opérationnelle un peu folle. J'ai loupé quelques viettes parce que je m'y suis mal pris. Et mon but était progressivement de diminuer les effectifs opérationnels jusqu'à descendre au niveau du groupe pour étaler une présence et dégoûter les viettes. Et sur ce plan, j'ai gagné. Alors, le seul truc, la seule opération dont je suis un peu fier d'être l'auteur, je suis parti depuis mon PC, qui était Diring, jusqu'au poste qui était au-dessus de Fantiette, ça faisait à peu près 50 km, 50 km, et j'y suis allé avec seulement 5 hommes. Mon nouvel adjoint, le brave lieutenant Camartin, m'a dit que je faisais une folie. Je suis content parce que de l'avoir fait, d'abord parce que je suis vivant, bien entendu, mais surtout parce qu'à partir de là, je pouvais dire au type, vous voyez qu'on peut le faire. Voilà. Et j'ai amené donc tous les postes à progressivement descendre jusqu'à l'échelon du groupe pour aller faire des embuscades dans la nature. Et les Viettes, ils étaient déjà, à cette époque,
bien organisé, c'était pas simplement des petits attentats, des petits... Bon, ils étaient en unité déjà, Ah oui, oui, ah oui. et armés par les Chinois Pas encore. Pas encore. Pas dans le sud. Dans le nord, après 49, oui. Parce que la guerre importante se fait au Tonkin. Nous, par rapport aux camarades de Tonkin, on a pris le 10e de leur risque. Même pas. Mais par contre, il y avait quand même donc cette zone, d'une part cette zone viette, intégralement viette, hein, entre Tuyoa, ce qu'on appelle le patelin, il faudrait que je vous montre ça sur la carte, et le sud le sud de Houé. Et ils étaient établis sur une largeur d'une 40aine de kilomètres. Et on n'y allait qu'en courtes opérations maritimes. Hein. Et dans le sud, en s'approchant de Saïgon, donc, en Cochinchine, les Viettes, ils étaient implantés ou très peu? Alors, ils avaient deux formes. Il y avait vous avez entendu parler de j'y arriverai, la zone des Marais, la plaine des Joncs. Oui. Alors là, ils étaient vraiment implantés. Oui. Et c'est nous qui faisions des incursions. Et puis ailleurs, ils avaient ce qu'on appelle l'organisation politico-militaire, c'est-à-dire qui travaille la population, qui fait des embuscades. Le Vietcong, quoi. Oui, qui fait de la propagande, mais beaucoup d'embuscades. Les convois militaires entre Saïgon et Dalat, jusqu'à ma frontière, étaient attaqués à peu près une fois tous les 15 jours, tous les 3 semaines. C'est là où a été tué le fameux lieutenant-colonel qui travaillait chez Quédic, de Sérigné. Il a été tué juste à la frontière entre la Nabe et la Cochinchine. Après l'écho d'Alger, c'est la même famille, non? Non, de Sérigné. Non, c'est pas la même famille. À l'écho d'Alger, c'est Sérigné. Et là, c'est de Sérigné. C'était un homme qui connaissait bien Mesmer. Ah oui, oui. Viens. Bon. Un Français libre. Et donc, vous quittez l'Indochine, donc, pour la métropole, ou vous allez directement en Algérie? Non, pour la métropole. Non, je suis affecté. J'avais demandé à servir en Tunisie ou au Maroc, et finalement je me suis retrouvé en Allemagne, à Ravensbourg, au 3e chasseur, où je servirai plus tard, qui est un régiment qui est installé donc à la frontière du Württemberg et j'y arriverai tout près de lac de Constance. Pays-Bas. Oui, c'était très agréable. Vous êtes en occupation, donc là. Je suis en occupation. Bon. Comment ça se passe là d'ailleurs? Alors, en fait, on a très peu de rapports avec la population allemande. On est encore chargé d'une part de l'instruction, parce qu'on ne reçoit que des contingents. Alors ça se succède, tous les 6 mois il faut recommencer. Et par ailleurs, mon régiment doit préparer en même temps, mon régiment était un régiment d'automitrailleuses, comme mon régiment de débarquement. Et on est chargé, à l'époque, c'est quand même le conflit Est-Ouest, et mon régiment était chargé d'être prêt dans les 24 heures à partir vers Munich et la frontière tchèque. Oui, on faisait les deux, on préparait aux deux choses à la fois. Oui. C'était loin d'être inintéressant. Et là, en dépit du fait que j'en avais un peu marre de commander des compagnies ou davantage, j'avais demandé quand je suis arrivé. J'avais bien conscience que c'était tout de même dangereux de commencer à 19 ans à faire la guerre et ne pas se rasseoir sur les bancs de l'école. J'avais envie de m'asseoir et d'écouter. J'avais envie de préparer l'école d'état-major, avant l'école d'état-major. Et j'avais dit au colonel, ne me donnez pas de commandement parce que j'en ai ras à la casquette. Oui, et j'aimerais bien avoir un poste quelconque
pas loin de vous, et préparer l'école d'état-major. Et au bout d'un mois, il m'a dit, mais, je suis désolé, il m'avait dit oui. Et au bout d'un mois, il m'a dit, écoutez, je suis désolé, mais tous mes escadrons sont commandés par des vieux types, c'est vrai. Les 3 escadrons ont été commandés par des capitaines qui avaient presque 40 ans et qui étaient tous d'anciens prisonniers de 40 à 45. C'est pas dynamisant pour un régiment. Alors, content ou pas content, il m'a redonné un commandement d'escadron. Et quand on commande un escadron, eh bien, on est pris à part entière. Il n'est plus question de se consacrer aux études. Donc vous étiez passé capitaine, là Ah oui, j'étais passé capitaine en Indochine. En Indochine. Oui. D'accord. Oui, j'avais eu la chance de passer capitaine relativement jeune. Oui. Oui. Et donc, alors en Allemagne, vous venez de décrire votre vie, votre mission, et donc l'Algérie, ce sera quand auparavant, quand on me dit qu'on va me donner un remplaçant pour commander mon escadron, j'y suis resté 3 ans et demi, ce qui est beaucoup. Je pars en permission pour que ma femme voie ses parents à Alger, et j'en profite pour voir un colonel que je connais bien et trouver une mission chez lui. Et il me dit, ok, pas de problème, je lui donnerai ce qu'on appelait un quartier, c'est-à-dire une mission de responsabilité sur un certain secteur. Bon, et j'apprends, quand je suis en permission chez ses parents, prêt à rejoindre Médéa, puisque c'était l'endroit que j'avais choisi, chez Percé Caldi, que je suis affecté à Couët-Quidan comme instructeur. Alors je suis allé passer 1 an à Couët-Quidan, assez mécontent de retrouver encore une position dans une école. Je me suis fait un peu engueuler par le général Ollier parce que dans ma lettre, je lui expliquais que je venais chez lui, mais j'aurais préféré aller à Médéa. Oui. Alors que je trouvais que c'était une proposition qui était quand très même intéressante. Alors le père Olivier, qui était un homme charmant et bien élevé, m'a dit, ça, il y a des choses que l'on dit mais qu'on ne crie pas. Il avait raison. Et alors sur Couët-Quidan, arrêtons-nous un instant. J'ai fait mon service militaire, donc je connais l'endroit, oui. Mais donc Couët-Quidan est redevenu l'école des officiers de l'armée de terre. Depuis combien de temps à peu près là? Tout de suite après la guerre? Tout de suite après la guerre. Ah bon, donc oui. Ok. Oui. Et là, alors là, on vous a donné une compagnie de Sierra. Voilà. Oui. Oui. D'accord. De 2e année. De 2e année. Oui. D'accord. Donc vous les accompagnez jour et nuit presque quoi, au combat. Oui, il faut bien dire que le rôle d'un capitaine commandant de compagnie à Couët-Quidan ne comporte pas de grandes responsabilités puisque le programme est fait d'avance. Oui, oui. Il passe chez des spécialistes. On les a pour uniquement. Oui, entre la pompe, oui, c'est sans intérêt. Bon, en fait, les garçons nous regardent un peu notre allure et notre manière de nous comporter, mais notre rôle est très limité. Et là, vous avez notamment, l'autre jour, c'est anecdotique, hein, mais comme c'est un grand ami de mon frère, vous avez parmi les élèves, officiers, Michel de Courrèges. Oui. Vous vous rappelez de lui, non? Du tout. Non, d'accord. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en 2e année, vous gardez... Ils sont interarmes, enfin, au début. Et puis, au bout de 3 mois de 2e année, ils choisissent en fonction de leur classement leur arme future. Alors certains la bif, d'autres la cavalerie, les 3e l'artillerie, puis le génie, et quelques-uns le train des équipages. Et alors au bout de 3 mois, je suis devenu commandant d'escadron. J'ai récolté uniquement les types qui faisaient l'arme blindée et la cavalerie, et Courrèges, je crois, a dû choisir la Légion, donc la BIF. Très bien. Bon, donc vous faites 1 an quand même. Par contre, j'ai eu Morillon. Ah oui, vous avez eu Morillon, le futur général Morillon. Oui. Oui.
Ah oui, oui. Et vous vous rappelez de Morillon? Ah, tout à fait, oui. D'accord. Oui, une belle allure. Ça sert beaucoup, un type qui est présenté magnifiquement. C'est pas mal, ça aide une carrière. En plus, l'homme était intelligent et courageux. Je l'ai retrouvé en Algérie où il servait au régiment de Légion étrangère de cavalerie, et au moment du putsch en particulier. Et on s'est écrit quelque temps après. Je vous dirai ça au moment tout à l'heure. Au moment du putsch. Donc après il a été putschiste comme moi. Oui, oui, d'accord. On l'a tous été en vérité. Mais lui est mieux passé que vous, peut-être, à travers... Non, mais il était d'un grade... Et moi j'étais repéré, j'étais le cousin du général Vézinet, qui connaît le corps d'armée d'Alger. Alors, donc, au bout d'un an de Koweït, Kidan, cette fois-ci, peut-être vous êtes nommé en Algérie. Voilà, alors, un de mes amis qui deviendra le général Bocquet est à l'époque au secrétariat du ministre de la Défense. Je cherche il l'a connu en déportation. Bocquet est un ancien déporté et on s'entendait merveilleusement. D'abord, nous pêchions la truite ensemble. Ça rapproche bien les hommes. Et un jour, il m'appelle à Côte-Quidan. On n'avait pas le téléphone, il m'appelle au bataillon et il me dit, ben voilà, vous avez deux de vos camarades qui viennent d'être tués au régiment, le lieutenant Dussel et le capitaine de Roquefeuille. Si ça vous tente, puisqu'il savait que je ne m'amusais pas tellement à Côte-Quidan, je vous fais réaffecter au 3e chasseur d'Afrique. Alors je dis, pas de problème. Et c'est comme ça que je suis revenu au 3e chasseur d'Afrique. Qui était alors implanté dans quelle ville? Qui était quand je suis arrivé à Larba, au pied, en bordure de la Mitidja, derrière la maison. Vous connaissez un peu là? Non, je ne connais pas. Je connais un peu la géographie, mais je ne suis jamais allé en Algérie. Vous voyez la Mitidja? Oui. C'est une grosse cité qui est sur la route Alger, mon Dieu, aide-moi donc, pas Colomb-Vachar, là où il y a les Mousbés, là, quoi. Maison Carrée, non. Non, la tribu des... Tu vois, moi aussi, c'est la tribu des Zulnaï. Au moment de le dire, ça y est, c'est parti. Enfin, c'est une route qui part vers le sud-ouest. Mais là, ce départ, je me permets de le dire, parce que c'est important, ce départ de Côte-Quidan pour Alger, ça a été considéré pour lui, pour sa carrière, comme une mauvaise note. On ne quitte pas l'escadron de Côte-Quidan pour aller guerroyer. Voilà. C'est quand même sans importance. Non, mais je veux dire, ça donne une idée de la mentalité quand même qu'on peut avoir. Je vais vous dire, le colonel, enfin là, à l'époque, il était jeune lieutenant-colonel, et il va succéder à Argout, au commandement du 3e régiment de chasseurs d'Afrique. Et vous savez, quand le chef du secrétariat du ministre, on a tout pouvoir. Alors il avait téléphoné au commandant en second de l'école pour lui annoncer qu'il me mutait. Et le brave colonel, dont j'ai oublié parfaitement le nom, lui répond, il n'y en a pas question, on ne part pas de Côte-Quidan sans avoir fait au moins 3 ans. Et Bocquet lui répond, écoutez, vous êtes vraiment plus compétent, la puissance c'est moi qui l'ai, alors on ne discute pas. Et la mutation avait eu lieu. Alors il m'avait envoyé un mot pour me dire comment c'était passé, en disant, j'espère que vous ne souffrez pas trop dans vos notes. En vérité, si je l'ai payé sérieusement. Bien sûr. Ça a été les plus mauvaises notes que j'ai jamais reçues de mon existence. Ça n'a aujourd'hui aucune importance. Oui, aujourd'hui. D'abord, je ne savais pas. Parce que je ne sais pas comment c'était dans la... J'étais dans l'enseignement. Mais on ne connaissait jamais les notes reçues. Ah, je les ai lues
quand j'ai atteint 75 ans, parce qu'on a été autorisé à aller consulter les dossiers. Sinon, elles nous étaient communiquées. J'ai eu quelques surprises. Ah, oui. Alors, vous arrivez en Algérie, donc en 56, si vous vous souvenez à peu près du mois pour... Tout à fait. Oui. Oui. Tout à fait, parce que là encore, je me fais engueuler par mon colonel. Parce qu'il envoie, il envoie un télégramme à Kouet-Quidan alors que je l'ai quitté. Et j'ai passé 48 heures, je me suis donné 48 heures, pensant que ça n'avait aucune importance, pour aller embrasser ma mère. Ma mère, vous l'avez lu, avait perdu un bras dans la bataille. Vous étiez considéré presque comme déserteur pendant ces 48 heures, non? Or, il était pressé parce que le régiment préparait le débarquement en Égypte. Mais tout le monde l'ignorait. Ah, oui, donc c'est en octobre 56. Oui. Alors, septembre peut-être. Je dois dire que c'était octobre. Octobre. Mais dès le mois d'août, on s'y préparait activement. Oui, oui. Ça a été décidé d'ailleurs en grand secret au mois de juillet. Oui, oui, c'est vrai. Mais moi je dis quand oui. Vous savez qui me l'avait raconté? C'était René Billère, qui était ministre de l'Éducation à cette époque et qui était des Hautes-Pyrénées. Donc je l'avais interrogé là il y a 30 ans environ, et lui s'est trouvé au mois de juillet 56, il n'était que ministre de l'Éducation, mais tout le monde était en vacances, donc c'est lui qui avait la charge du gouvernement pendant quelques jours et quelques semaines. Et c'est le moment où les Anglais, les Israéliens sont venus, donc il a dû négocier, c'était une des grandes affaires de sa vie. Bon, parenthèse fermée. Donc vous arrivez en septembre 56, vous avez bien sûr une idée de ce qu'est l'Algérie, puisque vous y êtes déjà allé au moins 2 fois, vous avez épousé quelqu'un qui est né en Algérie, mais quelle est votre idée sur la situation en 56 quand même? Donc la rébellion a commencé depuis 2 ans et demi, on est en train, c'est très rude pour les Français et l'armée française. Eh bien je vais vous dire, on n'a pas l'impression que ce soit bien grave, en vérité. Et à l'époque, je n'ai fait que passer 15 jours dans la visite des postes qui nous entouraient, parce que on préparait, on était entièrement consacré à l'Égypte. Alors on peignait les bagnoles, couleur sable, on essayait de trouver des cartes sur l'Égypte, c'était pas facile, de savoir un peu ce qui se passait dans ce pays. Et il fallait se débrouiller parce que l'armée ne nous fournissait rien. C'était assez curieux. C'était surréaliste, cette affaire. Quelle aventure désastreuse, pour tout, pour le moral, pour tout. Oui. Bon. Alors, j'ai embarqué au mois d'octobre, et on a fait demi-tour après la Tunisie. Ah, mais vous partiez vers l'Égypte? Oui. Ah, ça, j'avais pas bien compris, pardon. Ah bon, bon. Alors, vous auriez dû donc débarquer, quoi. Parce qu'il y avait les paras qui ont sauté sur Port Saïd. Oui. Et puis, il y avait donc les... Il y avait un escadron de chez nous qui était déjà débarqué. Ah, d'accord. Et nous arrivions avec le reste. D'accord. Et alors, vous avez fait demi-tour, donc, du côté de la Tunisie, ou comme ça? Oui, un peu après la Tunisie. Au petit matin, parmi nous, il y avait un lève-tôt. Le père d'un garçon qui est assez connu, c'est comment on s'appelle? Raymond, tu veux dire Raymond? Oui, mais son fils Bruno de Sessol. Voilà, il a changé de nom. Vous savez, dans ses le nom d'une grand-mère, il a pris le nom d'une grand-mère qui était tombée en... Et Raymond d'Aragon, qui était un lève-tôt, nous, il n'y avait plus de descendants. Vous savez, il y a quelque chose qui ne colle pas. De la grand-mère. On a une terre à bâbord qui me rappelle la Kabylie. Alors, et son père était officier. Et on avait fait demi-tour, mais personne ne nous l'avait dit. Troisième chasseur. Bon, et donc vous voilà donc en Algérie, donc là.
Et alors, quelle va être votre mission? Donc, vous arrivez presque en même temps que Raoul Salan, d'ailleurs, qui va être nommé en novembre 1956 comme commandant de la 10e région militaire, donc de toute l'Algérie, vous venez au moment où l'Algérie va être reprise en main par l'armée, là, parce que, après... Enfin, c'est comme ça que les historiens, nous le voyons. Hein. Nous voyons, si vous voulez, une phase de 54 à 56 où c'est les rebelles, comme on les appelle, les nationalistes, qui quand même marquent surtout des points, de tous les côtés, hein, surtout dans le Constantinois. Oui, ils progressent. Et ils progressent très nettement. Et en 56, donc fin 56 et surtout en 57, bon, on va en parler beaucoup, c'est la reprise en main, notamment par l'armée, l'arrivée de Salan, etc. Donc vous le voyez aussi comme ça, je pense. Oui, tout à fait. Oui. Parce que en 56, avec cette affaire d'Égypte, on est les unités qu'on appelle d'élite, c'est-à-dire les paras et de la Légion. Et la Légion et la 7e division rapide, la 7e DMR, auquel appartient mon régiment, forme un peu ce qu'il y a de plus beau à l'époque dans l'armée. Et on est tous partis en Algérie. En Égypte. Ah oui, en Égypte, et vous allez être... Ou en préparation de l'affaire égyptienne. Oui. Alors après, quand on revient, alors là, on donne à Argou un commandement de secteur, donc une responsabilité d'un territoire qui est assez vaste et qui comprend 3 bataillons d'infanterie, un groupe d'artillerie, un peu de génie, plus son régiment. C'est un commandement assez énorme. Ouais. Surtout qu'il n'est que colonel. Il n'est même pas lieutenant-colonel. C'est le plus jeune. Hein. Ah oui, oui. Je vous ai préparé un petit papier là sur le bonhomme. Alors, je suis trop vieux, moi, j'ai déjà usé le montant de commandement. Et Argou me dit, voilà, il faut une unité de vue dans toutes les unités que je commande. Je voudrais que vous m'ouvriez une école de cadres, encore une fois, pour les former dans le domaine de la technique de la guerre anti-guérilla, et puis surtout pour développer leur caractère. Vous faites le programme que vous voulez. Alors c'est là où l'homme est stupéfiant. Il m'a dit, vous faites le programme que vous voulez, je vous fais confiance. Et où je m'installe? Où vous voulez. Alors, j'ai trouvé plusieurs stationnements de suite, dont le plus beau était en pleine nature. Et je choisissais l'encadrement qui me convenait. C'est rare, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu une pareille délégation de responsabilité. Et juste avant de revenir justement sur vos responsabilités, la création de cette école, Argoud, il vient d'où? Il a fait l'Indochine? Alors, je vais vous dire par un papier, mais je vous le... oralement, vous pouvez me le dire. Oui, tout à fait. D'abord, peignons le bonhomme. Vous avez-vous lu le bouquin de Jean Brune? Non. Jean Brune a écrit sur lui des lignes à la fois pleines de poésie. C'est un écrivain qui a la plume facile, mais il a fait une belle peinture. Et moi, dans le papier que je vous ai préparé là, je vous dis le bonhomme tel que je l'ai vu. Oui. Alors, Argou est un type qui sort de Polytechnique, et il a une culture étonnante, une plume remarquable, assez courte à la perfoche, là, mais vraiment c'est un écrivain de qualité. Et je dirais qu'en plus, il a fait ce qu'on appelle le brevet technique. Vous savez, les libres qui ont des dispositions, dans l'armée, on peut faire un brevet technique d'armement, d'organisation. À l'époque, les premiers ordinateurs, il y avait des officiers qui étaient désignés. Alors, vous retournez à l'université, vous y passez 2 ans, et ensuite vous faites l'école de guerre, dans la foulée. Alors, c'est ce qu'avait fait Argou, et c'est comme ça qu'il a loupé l'Indochine.
Mais j'ai oublié de vous dire que, quand même, reparlons du gars Argoud avant 1945. Il était déjà dans le régiment où j'ai servi, le fameux 3e chasseur d'Afrique, et il a fait la Tunisie avec le vieux matériel de l'armée d'Afrique de l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore eu les accords Giraud-Roosevelt, et il avait été blessé dans cette affaire. Et ensuite, il fait partie avec son escadron de la 1re division blindée, où ils reçoivent le matériel américain. Ils reçoivent ce matériel, grosso modo, entre mai et juin 1943. Assez tôt, hein. Alors, il débarque au sein de la 1re DB et il participe au combat. Lui est dans la 2e phase de débarquement, parce qu'il fallait que les mêmes bateaux fassent 2 ou 3 cycles jusqu'aux côtes algériennes, et il fait toute la campagne des Vosges et d'Alsace, puis ensuite d'Allemagne. Et là, il démontre des qualités incontestables de patron de la guerre de mouvement. Il domine le problème merveilleusement. C'est un futur Leclerc. Enfin, je veux dire, il a la dimension très rapidement. On sent que c'est un Rombier qui va prendre une division blindée au plus jeune âge. Il était le plus jeune colonel de l'arme blindée. Et bon, il ne vous donne pas tellement de consignes pour créer cette espèce d'école, mais lui, il souhaite que vous développiez l'apprentissage de techniques de guérilla, un peu comme en Indochine. C'est ça? Oui. Alors, pour ce faire, personnellement, l'Indochine m'a beaucoup appris, comme tous les types qui ont fait l'Indochine. C'était une école de commandement et plus que ça, de découverte dans toutes les sociétés qu'on peut rencontrer. Et en plus, en Indochine, ça m'est venu naturellement. Je faisais tous mes déplacements de nuit. Peut-être parce que je suis fils de la paysannerie lorraine et que la nuit n'était pas inconnue, mais oui, je formais mes types à l'accoutumance à la nuit. Ça a été une de mes idées fixes et je l'ai un peu imposé à tous les types qui ont travaillé avec moi. Alors à l'école, tous les soirs, je leur apprenais à partir en patrouille, mais au départ, il faut être modeste. Simplement, faire une colonne et apprendre aux types à ne pas se perdre, ou rester dans une embuscade toute une nuit et s'y accoutumer. C'est une école, l'école de nuit. J'imagine. Ça a été une de mes idées fixes. Oui. Et technique du renseignement aussi Non, c'était pas ce que je demandais. Le renseignement, c'était spécial. Au niveau du colonel. D'accord. Et cette école que Argoud vous a demandé de créer, elle était alors ouverte à qui? Aux officiers? Ah non, du tout. Non, aux hommes de tout. Oui, c'était des garçons que je formais pour devenir chef de groupe, c'est-à-dire des sous-officiers. Des sous-officiers, d'accord. Et alors, j'avais tout. J'avais des cavaliers du 3e chasseur, j'avais des bifins, il y avait 3 bataillons d'unités différentes, des artilleurs. Tout ça était interarmes. Et il faisait combien de temps? 3 mois? 6 mois? 3 mois. 3 mois. Alors, une fois par semaine, je les faisais participer à une opération. Une opération mise en place de nuit. En général, on partait sur le coup de 11h minuit et on se mettait en place aux heures. On le fait ou on ne le fait pas, mais il faut savoir le faire, quoi. Il faut apprendre à le faire. Donc Argoud a été plutôt satisfait de vous? Oui, parce qu'on a eu en plus,
bon, en temps de guerre, il faut appeler ça une chance. Nous avons eu la chance d'avoir des combats assez sérieux et victorieux, ce qui est toujours agréable. Voilà. Alors, justement, là, donc, va commencer ce que les journalistes ont appelé, les historiens le reprennent, la bataille d'Alger, hein, entre janvier, octobre 57, en gros. Oui. Donc, confié à Massu, la direction est confiée à Massu, oui. Bijard est là aussi. Comment vous voyez tout cela? Vous êtes, votre unité est mêlée directement? Eh bien non, parce qu'il y a une grosse différence entre l'agglomération d'Alger et la bonne nature. Alger, du reste, chez les Félagas, est l'objet d'un commandement unique. Voilà, oui. Pour eux, la réussite de la conquête par le terrorisme de la ville d'Alger est essentielle. Alors, ils ont concentré dans Alger tous leurs meilleurs types. C'est Ramdan qui est le grand patron, oui. Et puis il y a le fameux qui sera... Il y en a un qui a été piqué, qui a été oui, oui. Faut bien le dire, exécuté. Hein. Oui, voilà, qui s'était suicidé. Bon, personne n'est dupe. Mais c'était... faut dire qu'à l'époque, ma femme habitait Alger chez ses parents, ça sautait dans tous les coins, tous les jours. Et moyennant quoi, il y a eu, comme vous le savez, la pratique de la torture. Personne ne peut le nier. Au Sarès, vous l'avez croisé, non? Non. Inconnu. Ben non, c'était... là encore... C'était les paras, c'est la 10e division. Massu commandait la 10e division parachutiste, et c'est eux qui ont été chargés de cette mission, il faut bien le dire, policière. Et ils détestaient, mais ils l'ont fait. Et Bijard aussi, donc c'était le 3e RPC. Oui. Et alors quand... ah oui, pareil, comme tout le monde... Bijard, dès qu'il faisait en général 15 jours ou 3 semaines, hein, et dès qu'il sortait, il ramenait ses types en vitesse dans des opérations dans la pleine nature pour, si je puis dire, laver leur morale. Parce que c'était pour eux une épreuve, c'était certes une épreuve plus forte encore pour l'adversaire, mais même pour eux, parce qu'on viole sa conscience. Hein. Alors les unités auxquelles vous apparteniez, donc si je comprends bien, s'occupaient de l'agglomération, plutôt d'Alger, donc on dirait de la banlieue. Ah non, l'Arba, il faudra que je vous fasse encore part. Hein. C'est très loin d'Alger quand même. Oui, c'est à 50, 100 km. Oui, 30 km, mais surtout son secteur s'étale au pied de la Mitidja. Mais l'essentiel est dans la montagne. Nous occupons toute la montagne jusqu'au Sakamoudi. Il faudra que je vous fasse un crobard. J'en ai fait, du reste. Vous l'aurez tout à l'heure. Oui. Et les bases sont en bas, en plaine, mais tous les postes importants sont dans la montagne. Et à l'époque, il faut bien le dire, il devait y avoir des écologistes parmi nos administrateurs, parce qu'il n'y avait pas de route goudronnée dans le Djebel. Il y avait quelques routes forestières, mais les fels s'y étaient installés parce que aucun engin sur roue ne pouvait pénétrer dans le massif de l'Atlas blidéen. Le secteur allait depuis, grosso modo, un coin qui a eu sa notoriété, mon Dieu, aide-moi donc, ma femme, l'endroit où il y a eu pas mal de types qui se sont fait tuer, les artilleurs. Il y avait déjà les gorges de la Chifa. Voilà, on n'allait pas jusqu'aux les gorges de Palestro. Ah, oui. On avait limite Palestro, et on s'avançait jusque vers Blida. C'était un secteur très important. Oui. Je reviens un instant, parce que tout à l'heure, le nom m'échappait. Quand je vous demandais quelle tactique vous préconisiez, vous diffusiez dans l'école, on parlera un peu plus tard de la méthode de Trinquier. C'est-à-dire, donc si j'ai bien compris, Trinquier était allé en Indochine aussi, sans doute, et donc il était revenu avec
une tactique de guérilla empruntée un peu aux Viettes d'ailleurs, ou aux Chinois, hein, et donc il a essayé de diffuser cette tactique en Algérie. Vous étiez au courant un peu de cela, peut-être qu'on n'appelait pas encore la doctrine. Il n'avait pas écrit une doctrine, sauf peut-être aux parachutistes, mais on savait ce qu'il avait fait. En Indochine, il avait fait des choses étonnantes. Il faisait parachuter des petits groupes chez les Viettes, enfin, dans des populations non soumises, mais occupées par les Viettes, et qui faisaient de la guérilla chez les Viettes. Vous avez un bouquin que je vais vous passer, parce que c'est une merveille. Or, c'est un type, mon Dieu, le nom m'échappe. Nechefort. Oui, alors nous reprenons, donc cette année 57 se passe, et on arrive en 58, donc vous avez des souvenirs personnels sur l'ambiance qui règne avant mai 58, mai 58, lorsque Massu prend la tête du comité de salut public, et que De Gaulle donc arrive au pouvoir. Il y avait dans vos unités une certaine agitation Non. Ça s'est fait dans un... Écoutez, c'est pas difficile. Il se trouve que j'avais demandé 3 jours de permission avec mon camarade Préau qui commandait un escadron et un autre camarade qui commandait un autre escadron. Donc les 3 commandants d'escadron du régiment avaient demandé une permission de 3 jours pour aller faire un tour dans le Sahara avec leurs épouses. Bon. Le 13 mai, ma permission commençait le 14. J'arrive le 13 mai et ma femme, là, me dit il y a une manifestation au plateau des Glières pour les garçons qui ont été fusillés par les Viettes en Tunisie. Je la prenais, parce que, vous savez, chacun regarde son travail et on ne lit même pas le journal. Alors, quand on ne voit pas sa femme, souvent, on est prêt à faire toutes les concessions. Ça me cassait les pieds, mais j'ai dit, bon, d'accord, on va y aller faire un tour. Et nous voilà au plateau des Glières. Je regarde cette foule qui s'amasse, des gens qui vocifèrent devant le gouvernement général, qui lancent des pierres, les CRS qui les chassent. Oh, j'ai ma femme, écoute, on part demain à faire notre machin, rentrons à la maison, c'est encore un truc qui n'apportera rien. Et j'arrive chez son père, qui écoutait la radio, et il me dit, vous avez appris, le gouvernement général vient d'être pris? Je sais pas possible. Alors là, je téléphone à mon colonel, qui était Bocquet. On venait de changer de patron, et Argot avait été remplacé par Bocquet, celui qui m'avait donc muté de Couette-Quidan. Et je téléphone au père Bocquet, qui me dit, écoutez, tout ça va s'arranger, mon bon Essa, partez donc avec vos amis, passez vos 3 jours, ne vous préoccupez pas. C'est vous dire dans quel état d'esprit. Et j'ai pris effectivement, nous avons tous pris notre avion pour aller passer nos 3 jours dans le sable chaud. Mais votre sentiment personnel à l'époque, quand vous allez revenir, que donc De Gaulle vraiment va revenir au pouvoir, les choses seront très claires à ce sujet, votre position personnelle, vous pensez que... bon, d'abord, quel bilan faites-vous de la politique du gouvernement français, des gouvernements français en Algérie jusque-là? Et espérez-vous en De Gaulle pour vraiment reprendre les choses en main? Ah oui, tout à fait. Ah oui. Bah, faut dire que j'étais un vieux gaulliste quand même. Hein. Vous avez vu, vous avez vu que j'ai failli être foutu dehors de mon régiment parce que gaulliste, c'était un con. Et j'ai très confiance. Et bon, maintenant, nous avons tous le sentiment, à l'époque, les types qui réfléchissent un peu, qu'il faudra faire un changement profond dans la manière de vivre avec les musulmans. Hein. Nous avons, quand on discute entre nous, le sentiment qu'il faut une véritable réforme et même révolution sociale
Ça, c'est vrai. Les Pieds Noirs auraient été parfois surpris des audaces que nous avions dans ce domaine. Les militaires. Oui. Donc, on a l'impression que De Gaulle revient là, comme nous savons qu'il a quand même un sens social solide. Eh bien, nous avons le sentiment qu'il va faire ce qu'il faut pour trouver une solution qui nous permettra de vivre avec eux dans des conditions nouvelles, révolutionnaires, mais efficaces. Et nous avons confiance à 100%, oui. Oui. Alors, de Gaulle, bon, là, sa tactique, c'est d'intensifier le combat tout en recherchant une solution politique. Et alors, l'intensification du combat, c'est... donc, il confie cela au général Challe. Par rapport à Salan, Challe, comment vous pourriez le décrire? Alors, comme vous le ressentiez à l'époque. Oui. C'est une bonne question. C'est une bonne question, celle-là, mais ça nous a pas... Ça ne vous a pas troublé? Non, ça ne nous a pas troublé. En Algérie, il faut bien le dire, on vivait au niveau de la Marguerite. Hein. On regardait ses affaires, on lisait le journal très rarement. On discutait un peu des problèmes entre nous, mais en fait, comme on faisait un travail d'entrepreneur, si je puis dire. Hein. Ce que vous me dites est vrai. Oui, mais sur le moment, je comprends très bien. Vous étiez en plein cambouis, comme on dit. Alors, moi, je suis réaffecté. Enfin, c'est mon cousin Vésiné qui décide pour moi. Il me fait affecter en France à l'EMA en me disant maintenant, vous avez fait largement le plein du commandement, il faut que vous sachiez un peu ce qui se passe dans les états-majors, et il me fait affecter à Paris, où j'étais malheureux comme les pierres. C'est là où je me suis rendu compte que, je n'ai rien écrit depuis l'âge de 19 ans, quoi, des ordres de combat, vous avez votre schéma, mais vous ne faites pas des compositions, vous ne concevez pas une doctrine. Il y a qu'Argout, alors c'est là où nous reviendrons sur Argout. Donc tout d'un coup, je me rends compte qu'il faut que je réapprenne à écrire. Parce qu'on m'affecte au 5e bureau, on me donne des trucs à faire pour les jeunes recrues, pour leur représenter ce qu'est l'adversaire, ce qu'est la mission de l'armée, et pas mal de choses comme ça. Et je me rends compte que j'ai complètement désappris et l'écriture et la composition. Ça m'a fait beaucoup de bien quand même. Mais je n'étais pas très heureux. Vous êtes coincé chez lui. Je sentais mes limites, comme on dit. Et vous allez rester combien de temps à l'état-major? Alors, j'aurais dû y rester 2 ans. Mais un jour, Argout, qui est devenu chef d'état-major de Massu, passe il connaît tout le monde, je vous ai oublié de vous le dire, Argout passe pour le futur chef d'état-major des armées. Ah oui. Et il connaît tout le monde, les polytechniciens, ils se connaissent tous. Et mon patron est un polytechnicien. Et il vient, il salue très rapidement son petit camarade de l'X, et il vient me voir en disant, et ça, j'ai besoin de vous. Alors, je vais demander votre mutation à l'état-major d'Alger. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Alger pour le 2e séjour, aussi brièvement que ce que je vous dis. Alors je suis revenu à Alger, j'ai débarqué à Alger le 10 janvier 1960. Je vous dis ça le 10 janvier parce que c'est l'anniversaire de notre mariage. Oui. Alors tu te souviens de la date, c'est bien. Oui. Alors vous arrivez le 10 janvier et 9 jours plus tard, Massu est rappelé en France. Oui, c'est l'affaire du reporter allemand, voilà. Et qui se conjugue en même temps avec l'affaire des barricades. Oui, qui va suivre. Oui, oui c'est dans la foulée, c'est presque la même affaire. Oui. Et donc,
bon, le départ de Massu est donc très mal accueilli par les Pieds Noirs, oui. Et peut-être par l'armée aussi. Par l'armée aussi, parce que c'est un grand... ça n'est pas un intellectuel, hein. Il est bourru, certains le disent un peu limité, c'est pas vrai. Il n'est pas sot du tout, le père Massu. Il a lui aussi un bon sens paysan. Alors, effectivement, le soir de son entrevue avec De Gaulle, Argout appelle un certain nombre d'officiers pour venir dans la pièce du général Massu, qui est organisée pour qu'on puisse écouter collectivement les communications téléphoniques. Je pense que ça existe dans tous les états-majors. Oui, je ne savais pas, oui. Alors... donc Massu est à Paris. Massu est à Paris, et il téléphone. Il téléphone, donc... Il appelle Argout. Oui. Et alors, Argout met le son. Et grosso modo, Massu dit... De Gaulle est complètement fou, il veut brader l'Algérie, on s'est engueulé vertement, il m'a même dit, alors cette phrase qui est choquante, c'est l'humour à la De Gaulle, De Gaulle lui a donc dit, les Pieds Noirs apprendront à porter le fez, mon bon Massu. Et Massu ajoute, je ne rentrerai pas à Alger, je suis interdit de retour en Algérie. Alors, il faut l'empêcher de faire des conneries. Alors, grosso modo, préparer la résistance. Ouais. C'est Massu qui a décidé ça. C'est fondamental, effectivement. Oui. Et donc, assez vite, le putsch va... Enfin, assez vite, oui, à partir du mois d'avril. Donc... enfin, il y aura d'abord les barricades, pardon, oui, non, je confonds, pardonnez-moi. Donc, il y a les barricades, donc au mois de janvier, 24 janvier. Oui. Bon, vous, comment vous réagissez personnellement au moment des barricades, là? Ces gens comme Lagaillarde, Ortiz, tous ces gens-là? En vérité, on ne les connaît pas très bien. Vous ne les connaissez pas? On est un peu surpris par cette affaire, qui est une petite révolte qu'on ne prend pas au sérieux au début. Ah, oui. Et puis vous savez qu'on découvre qu'ils ont des armes et ils flinguent 7 ou 8 des gardes mobiles. Ça a été monté vraiment par les civils, hein, les barricades. Ah, complètement, oui. Hein, oui. complètement. Alors à partir de là... Et pourtant, quand même, l'armée va être très... Va être entraînée. Oui, est entraînée, là, parce que il y aura des inculpations des colonels, il y aura... Oui, parce que tous les régiments paras sont basés à la périphérie d'Alger. Ça faisait tout un tas de circonstances. Oui, tous les régiments paras sont basés autour d'Alger. Alors, il y a forcément... les paras, quand ils ne sont pas en opération, viennent à Alger et dégagés. Donc ils ont des contacts fréquents avec... avec les étudiants, surtout. Oui, avec les étudiants. Et les étudiantes aussi. Et là, on commence à voir effectivement le début réel d'une révolte qui se prépare. Hein. Les esprits commencent à grimper, à telle enseigne que mon patron de l'époque, qui commandait ce qu'on appelle le 5e bureau, qui était devenu le 3e humain, a été foutu dehors, le colonelise. Et moi, capitaine déjà ancien, j'allais passer commandant, voilà qu'on me donne le commandement de l'action psychologique pour le corps d'armée d'Alger. C'était un peu léger. Bon. Donc vous n'êtes pas touché du tout après les barricades directement, là, vous n'êtes pas... je suis sûr. Parce que donc, il y a des mutations, il y a des inculpations de colonels, il y a des dissolutions, il y a la dissolution du 5e bureau, oui, mais qui sont reconstitués. On dit qu'il est dissous, mais il s'appelle simplement état-major 3e bureau humain. C'est kiff-kiff. Hein. Mais vous n'êtes pas impliqué, quoi, là? Non.
Non. Mais tous les patrons sont mutés. Hein. De Gaulle les envoie tous. Systématiquement, oui, quoi. Massu est remplacé par Crépin, puis par Vésinet, donc mon cousin. Et la même chose à tous les niveaux des états-majors. Argout est muté, à Metz. Tous les types importants sont mutés. Donc ça montre, entre parenthèses, que De Gaulle et les politiques ont vu que c'était quand même sérieux, qu'il y avait là, comme vous le disiez, c'était le signe d'un malaise très profond. Oui, d'autant que quand même De Gaulle annonce un peu la couleur, progressivement, mais par exemple, je suis amené, on me demande, c'est là où moi je commence à rentrer, si je puis dire, en résistance. Le mot est en dissidence. En dissidence. Quand on me demande de préparer la campagne du référendum. Et c'est là où je dis à Vésinet, il n'en est pas question, je ne suis pas un homme politique, je ne veux pas me mêler de cette affaire. Alors là, je suis viré, je suis viré et affecté en Kabylie, au plan opérationnel, comme chef du 3e bureau. Bon, pour vous, 3e bureau, c'est les opérations. Bon, mais auparavant, j'ai eu l'occasion... Pourquoi vous refusez de vous occuper du référendum? Parce que ce n'était pas une tâche d'un militaire je considérais, oui. Ou que le référendum, vous pensiez que c'était... Ah ben ça menait directement à l'indépendance. À l'indépendance, oui, c'était une certitude. Et je ne vous... à deux titres. D'une part, je considérais que c'était le métier d'un officier, et d'autre part, j'étais totalement opposé à cette politique d'Algérie, d'abandon au complet de la présence française en Algérie. Donc, pour moi, c'était clair et net. Mais auparavant, j'ai eu l'occasion, à plusieurs reprises, de voir Vésinet, parce que je commençais à être connu. Quand on a un peu réussi dans le domaine opérationnel, puis qu'on est un peu, comment dirais-je, choisi par un type comme Argout, on commence à avoir une petite notoriété. Alors, tous les types, Alger était une plaque chauffante, donc tous les types qui passaient pour rentrer en métropole ou partaient en permission venaient me voir. Alors, j'envoyais des unités opérationnelles, et plus les types étaient des grands opérationnels, et plus la colère montait. Alors, je suis allé voir Vésinet. J'ai dit, écoutez, vous allez avoir un problème. Je peux vous dire vraiment que vous risquez une révolte de vos unités. Et il le savait. Je lui ai dit à deux reprises. C'est très difficile de s'exprimer de la sorte devant à la fois son cousin et patron. C'est comme ça qu'il a fini par m'affecter à Zasca. Il aurait mieux fait de m'affecter en France. Mais enfin, c'est une autre affaire. Lui, qu'est-ce qu'il pensait, Vésinet? Vésinet est un homme très particulier dans l'armée. C'est un ancien officier de réserve. Hein. Il a été français libre parce que Leclerc est venu, il était avec Massu et Dion, ils étaient dans le Tchad, à la frontière de Libye. Bon, Massu est devenu ce que nous savons, c'est-à-dire un grand opérationnel. C'était pas le cas de Vésinet. Vésinet était un homme d'une grande étendue de connaissances. C'était un homme cultivé. Il avait passé une bonne partie de ses dernières années d'avant 40 au Sahara et il en avait profité pour beaucoup travailler. Donc il avait une culture étendue. Il rédigeait remarquablement. C'était, je crois, un administrateur de qualité, mais ce n'était pas un combattant. Et il n'a jamais, par exemple, imposé sa volonté. Et c'est très curieux. Alors,
par exemple, à la 2e DB chez Leclerc, puis ensuite, il était chargé de ce qu'on appelle le premier bureau, c'est-à-dire du personnel. Et Leclerc avait très bien choisi un remarquable administrateur. Mais donc, il a bénéficié, si je puis dire, de sa qualité de français libre, mais il n'était pas fait pour prendre en main des situations difficiles. Et donc, oui, je veux revenir un instant sur l'affaire Sissala dont nous avions parlé un tout petit peu chez Jean Chilène. Oui, il m'a semblé que vous considériez que c'était une faute de De Gaulle de ne pas avoir peut-être pris suffisamment au sérieux les propositions donc de ce chef de la wilaya. Mais j'y ai repensé après, j'ai relu des choses, après comme on en avait parlé, mais il était quand même, il représentait, bon, la wilaya 4, c'était très important, mais il ne représentait pas quand même toutes les wilayas, donc c'est ce qui a dû... Si, vous croyez? C'était le leader. C'était le leader. C'était le leader, oui. Donc De Gaulle a eu tort, là, d'après vous? C'est-à-dire je pense qu'il avait déjà pris il me semble, hein, oui, De Gaulle avait déjà dû prendre sa décision de liquider. Tout d'un coup, il a été pressé. Alors ça, vous savez probablement mieux que moi pourquoi il a été pressé. Et même, j'attends que vous m'éclaircissiez. Non, vous y avez réfléchi plus que moi sur tout ça. Non, non, mais c'est une affaire. Il était pressé parce qu'il y avait des morts tous les jours, parce que ça coûtait un prix fou, ça coûtait cher. Et que donc tout ce qu'il voulait faire à côté pâtissait. Que, donc, je pense que c'est ce qu'il voulait faire, qu'il l'a précipité. Plus que le coup, parce que le pétrole arrivait là. Oui, arrivait. Et donc, bon, le putsch des généraux. On arrive ensuite à l'OAS, bon, donc ça c'est autre chose. Vous avez tenu l'autre jour à bien montrer que entre le putsch des généraux et l'OAS, il y avait une différence très nette. Complètement. Alors ce putsch des généraux, donc il se déroule donc au mois d'avril 61. Vous êtes toujours. Alors vous êtes en Kabylie là? Je suis en Kabylie. Voilà. Oui. Et donc on apprend la première réunion à Évian, et donc c'est ce qui déclenche, qui décide les officiers, notamment les 4, donc Charles, Zeller, Jouot et Salan. Et alors il y a qui suivent les parachutistes, les commandos de l'air, et des appelés aussi quand même. Ah oui, surtout, il faut bien le dire, les unités opérationnelles. Il y a des unités, il y a des types du contingent dans les unités opérationnelles. Oui, bien sûr. Mais dans l'ensemble, effectivement, le contingent n'a pas suivi. Oui. D'accord. Et vous, personnellement, alors là, lorsque vous apprenez donc qu'il y a ce putsch, parce que vous êtes quand même étonné, même si ça faisait plusieurs mois, si ce n'est des années, où vous venez de le dire, vous aviez conscience qu'il y avait un profond malaise. Mais enfin, vous ne vous attendiez pas quand même après les barricades et tout, à un putsch. Si. Enfin, je considérais que c'était possible, mais tout le monde en parlait dans les popotes. Hein. Et à l'époque, je passais pour un type un peu trop modéré. Mes camarades trouvaient que, parce que je ralentissais la rentrée, en disant attention, ça n'est plus Guy Mollet, ça n'est plus là, c'est De Gaulle. Vous ne viendrez pas à bout de Gaulle avec la même facilité. Et par ailleurs, je suis monté voir, je vous le disais l'autre jour, Argout, je me suis payé mon billet d'avion pour aller le voir à Metz, parce que je savais que quand même Argout était un peu la cheville ouvrière de tout ça. Et je lui dis, à mon avis, l'évolution du corps des officiers n'est absolument pas favorable à ce genre d'intervention. Vous allez prendre des types à froid, ils sont en grande partie démobilisés, et
Enfin, grosso modo, j'étais très pessimiste. Et alors que j'étais en train de discuter avec lui, on annonce un visiteur. Ça, c'est important. Et bon, il m'a dit, vous me laissez, il me dit, c'est le colonel Brottier, vous me laissez un moment avec lui pour savoir ce qu'il vient me proposer. Et 1 heure après, il me fait rentrer, je salue le père Brottier que je connaissais, qui était l'ancien commandant du régiment para-légion, un seigneur de la guerre, hein. Moins connu que Jean-Pierre, mais quand même presque équivalent. Et il me dit, Jean-Marie, vous venez de me tenir des propos très pessimistes. Vous avez vu le père Brottier, il vient de mettre toute la Légion à la disposition de... Enfin, on ne disait pas encore un putsch. Sur le putsch n'avait pas eu lieu encore quand vous avez eu la visite. Non, c'était au fin janvier. Oh oui, appelle la chouchoute. Attends. Et alors, je crois savoir, mais il me semble qu'à l'époque, on m'avait dit que Brottier était le genre d'un grand patron de la franc-maçonnerie française. Et quand il a dû en parler à son patron, je pense qu'il a dû se faire sonner les cloches, parce que lui qui avait troublé, qui avait complètement gâché, si je puis dire, mes propos, c'est complètement dégonflé au moment du putsch. Ah oui, oui. Oui. Et Massu, apparemment, restera en dehors de... Oui, oui. Je pense qu'il a eu des discussions rugueuses avec tous ceux qui le traitaient de salaud en disant vous avez lancé la locomotive et maintenant vous sautez du train en marche. J'ai eu l'occasion, je crois vous l'avoir dit, d'avoir une... Quand nous étions déjà aux arrêts de forteresse, oui, il nous a invités à dîner, il a voulu avoir 3. Alors j'étais de ces 3-là. Alors c'était drôle parce que... Mais qui vous a invité à Massu? Massu, oui. Ah bon? Oui. Alors il y avait son ancien chef son ancien officier d'ordonnance, un légionnaire parachutiste, je ne me rappelle plus du 3e, et votre serviteur. Alors c'est pour les gens qui écoutaient, parce que tout de même, les gens du restaurant sentaient bien qu'il y avait quelque chose de pas normal, on l'engueulait, et on lui disait, mais malgré tout, on va manger votre dîner en choisissant ce qu'il y a de plus cher, parce que vraiment vous êtes mal conduit. Enfin, on l'a engueulé, quoi. Et Massu a très bien encaissé. Hein. Alors, il nous a expliqué qu'au bout de 4-5 mois en France, où De Gaulle ne lui avait rien donné, hein, lui avait supprimé toute mission, il était chez lui. Il dit, j'ai bien vu que la France était totalement démobilisée. Alors il dit, je l'ai dit à Arboux, je l'ai dit à tous ceux qui venaient voir, donc je ne les ai pas pris en traître. Il a plutôt essayé de freiner. Quoi, il a essayé de freiner. Mais c'était trop tard. Hein. Alors, non seulement il y avait Massu, mais alors là, je vous laisse le soin d'aller plus loin. Je pense que Michel Debré était dans le coup. Pas complètement. Mais quand j'étais donc à Alger, chef du 3e bureau humain, j'ai reçu la visite d'un type qui était dans son cabinet militaire et qui s'est présenté de la part de Debré. Quand un type arrive en civil, ça vous surprend, d'autant qu'on commençait tous à se méfier les uns des autres. C'était quelque chose comme au mois d'octobre 60. Et il m'a dit, je viens de la part de Michel Debré, je sais que vous apparteniez au régiment d'Argout, je sais qu'on peut vous faire confiance. Michel Debré insiste pour que vous vous occupiez de la résistance aux décisions du père de Gaulle. Ça vous coupe le souffle. Ah oui, c'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Et vous pensez qu'il c'était vraiment un envoyé de Debré. Bon, il appartenait au cabinet militaire, au moins. Oui.
C'était pas un imposteur. Non. Il serait pas arrivé. Non, parce qu'il a visité d'autres officiers d'état-major. Ça montrerait que Debré a eu un jeu personnel et différent de celui de Gaulle. Et je pense qu'il s'était opposé. Mais attention, avec le monstre d'acier spécial que De Gaulle et Debré, qui fait 65 kilos, je pense qu'il le faisait sans éclat. C'est que ses fils n'ont rien publié de ses mémoires. Non. Oh, peut-être que justement, il y a peut-être des cadavres dans le placard. C'est quand même... De la même manière que 2 fois, j'ai été convié par le général Jouot, qui s'était fait mettre à la retraite, pour discuter. Alors on discutait dans la rue tellement l'ambiance était vraiment très délétère. Comme dans tous ces machins-là, chacun regarde, chacun se demande exactement ce qu'il pense et ce qu'il veut. Alors, bon, le père Jouot, la deuxième fois, m'a dit voilà, j'ai reçu un envoyé du Premier ministre qui me dit qu'il se propose de jouer la carte de l'israélisation et qui me demande que les Pieds-Noirs l'aident dans cette perspective. Et je crois que c'était vrai. Alors, qu'est-ce que valait la solution? Alors, l'israélisation, c'était un partage, peu... La Mitidja, c'était Pieds-Noirs, autour de Rang, ça restait Pieds-Noirs. C'était à peu près, quand vous avez eu cette conversation avec Jouot, en gros, c'était en 61, c'était... Ça devait être décembre ou 60 ou janvier 61, puisque je suis parti ensuite à Zasga. D'accord. Et alors, j'aimerais pour terminer, parce qu'il va falloir terminer, sinon d'ailleurs on va devoir rentrer en traîneau, pour vous personnellement, là, les avatars vont commencer à partir de quand? Qu'est-ce que vous allez, comment vous allez être donc marginalisé par cette affaire? Donc vous êtes averti quand et qu'est-ce qui est... Moi, à Zasga, j'ai depuis dans le coup. Quand on quitte Alger, vous quittez la plaque chauffante et vous vivez votre travail comme un entrepreneur. Moi j'étais en plus mis en surveillance, si je puis dire, du commandant de secteur, qui était le colonel de Quentin, un homme brillant intellectuellement, ancien giroudiste, mais qui était sur le point de recevoir ses étoiles. Alors, c'est difficile de dire qui était Quentin, parce que je ne l'ai pas connu assez longtemps d'abord. Mais je remarque qu'au moment où on a reçu, je l'ai marqué là, je vous ferai des photocopies de mon cahier, on vient d'être averti officiellement que De Gaulle va décider la paix unilatérale. Et que, moyennant quoi, grosso modo, on ne devra plus bouger. Et Quentin réunit les officiers en disant ça ne nous empêchera pas localement de continuer quand même nos opérations comme avant, sans en faire état. C'est vous dire le maintien de la confusion des esprits. Alors, je suis là en avril. Et vous êtes sous surveillance de lui un peu, non? On lui a demandé de vous tenir à l'œil. Oui. Et en fait, j'ai pas besoin. Parce que quand on est à 200 km d'Alger... vous ne pouvez pas comploter tellement. Non, mais comme par hasard, alors là c'est vraiment un hasard, ça m'a sauvé. Le général, le colonel de Quentin apprend que mes fils vont pas faire leur première communion le dimanche 23 avril, et il dit si ça vous ennuie pas, et ça, je sais que vous allez me demander une permission, j'aimerais que vous partiez 24 heures avant, parce que le dimanche soir, nous préparerons ensemble l'opération qui commencera lundi. Donc lundi, ça fait le 23 avril, ou 14 avril. 61. 61. Ouais. Bon.
Et à ce moment-là, je le remercie, mais je prends ma voiture, une Jeep, et je ne sais pas encore comment je vais rejoindre Alger. À ce moment-là, celui qui m'a remplacé au 3e bureau m'appelle au téléphone, lui dit « Jean-Marie, la révolte aura lieu demain, je t'envoie un avion pour te prendre à Tizi Ouzou. » Alors je suis allé en Jeep jusqu'à Tizi Ouzou, et là je descends à Alger, et et là, sa grande surprise, ma femme, à l'aéroport, il voit tout un tas de gens. Tout le monde était au courant. Et le type qui m'avait envoyé son avion, qui était un brave garçon, putschiste beaucoup plus que moi, dans l'esprit j'entends, me dit « Jean-Marie, le général Vésinet est au courant depuis midi, retourne à Azazga, c'est foutu. » Effectivement, curieusement, alors c'est là où je dis mon cousin était un remarquable administrateur, mais pas un vrai militaire, pas un homme de guerre. Il n'a pratiquement pris aucune disposition. Alors c'est pourquoi, dans un papier que je vais vous remettre, je me pose des questions. Je me dis, mais est-ce que De Gaulle ne souhaitait pas une révolte pour pouvoir d'un seul coup percer l'abcès? Parce que quand même, c'est pas normal. Toute sa hiérarchie mise en place était donc au courant bien avant nous, et les dispositions qu'ils ont prises étaient ou nulles ou molles. Alors finalement, votre action en tant que putschiste a consisté à prendre l'avion de Kabylie pour aller à Alger. Ah ben oui, là si quand même, parce que là vous avez fait acte de... Oui, voilà. Oui, là incontestablement, je suis coupable au plan politique. Alors normalement c'est vraiment venu pour la communion, mais il a été aussi voir le général Stahl. Voilà. Et alors là donc tout était déjà commencé quand je suis arrivé. Les unités qui étaient dans le coup avaient pris tout le corps d'armée, avaient fait prisonnier le père Vésinet et les autres. Donc ils m'ont demandé de prendre ma place pour d'une part voir tous les grands patrons et les convertir. Alors les discussions étaient quand même, si je puis dire, assez surprenantes, puisque c'était un pauvre petit capitaine qui interviewait les généraux et les colonels en essayant de leur faire choisir. Alors, j'ai mal compris, parce que j'avais cru que donc, vous prenez l'avion pour aller à la communion, enfin, oui, pour aller à Alger. À Alger, on vous dit, c'est râpé, c'est trop tard, non non. J'avais mal compris. Oui, voilà, d'accord. Et après, là, vous participez. Oui, je participe, bien sûr. Complètement. D'accord. Mais je suis un mauvais participant, parce que depuis 3 mois, je mets tout le monde en garde en disant ça n'a aucune chance. Et je l'avais écrit avant de partir d'Azazga. C'est marrant, hein. Enfin, c'est marrant, c'est intéressant. Alors, j'ai engueulé le général commandant Média, qui était dans le coup, lui, de la préparation. Moi, je ne l'étais pas. Mon général, vous conduisez mal. Il ne fallait pas prendre d'engagement. Enfin, c'est comme ça que... On a passé beaucoup d'heures à discuter, d'essayer de convaincre. Et je suis obligé de dire que les types d'en face, enfin, si je veux dire ceux qui n'ont pas sauté, trouvaient une raison pour être d'accord, mais sur le plan opérationnel. Vous voyez, il y avait enfin, ménager quand même les jours qui allaient suivre. Parce qu'au bout de 24 heures, on a bien senti que l'affaire était foirante. J'ajoute quand même que, à mes yeux, militaire, on pouvait gagner en Algérie. C'était très facile. Si le général Stahl avait eu un petit peu d'audace, et s'il avait été vraiment convaincu, si c'était donné vraiment...
il n'y avait rien de plus facile que de gagner militairement. Mais qu'aurions-nous fait de la victoire parce au bout de 2 ou 3 mois? Oui, en métropole, vous n'auriez pas été sûr. Je me permets d'intervenir, mais par 2 fois. Tu as oublié de dire quelque chose de très important, aussi bien quand tu t'occupais de ton école de sous-officier là en montagne, sous les ordres à la demande d'Argout. Non seulement tu faisais de l'instruction, mais tu faisais de l'action psychologique. Et pendant 2 ans, tu as fait de l'action psychologique. Attends, non, mais laisse-moi finir. Oui. Pour expliquer ce qui est très important, votre point de vue. Oui, il faut partir d'Algérie, mais pas comme ça. Il faut partir en prenant du temps, prévenir les gens, faire comprendre que c'est... C'est une chose... Mais à l'époque, c'est une chose Malou, je t'arrête. Qu'on pouvait faire en prenant, en mettant pas les gens pauvres comme ça devant le fait accompli. Je crois que c'est ça qui a tout gâché. Malou, qui les a rendus furieux. Parce que je vais te dire, jusqu'en 60, en fait, nous avions tous sacralisé la cause française en Algérie. Et je crois que c'est ça l'élément déterminant, y compris ce qu'on écoutait de Gaulle. Nous avions la certitude que de Gaulle également avait sacralisé la présence française en Algérie. Ça, c'est une quasi-certitude. Et qu'est-ce qu'il va vous arriver là, dans l'immédiat alors le putsch échoue. Oui. Et on vous êtes rappelé, vous êtes fait... Du tout, je rentre à mon... Bon, ben, je rentre moi à Zasga. Oui. Hein, et là, le père... vous met aux arrêts Oh non, pas du tout. Il me fait expliquer comment ça s'est passé. Lui-même, dans son coin, a laissé chaque officier libre de prendre la décision selon sa conscience. Ce qui est bien. Et il faut bien dire que quand on est dans le Djebel, en général, on est quand même du côté du pouvoir. Hein, parce que c'est très inconfortable d'être de l'autre côté. J'insiste là-dessus, sur le fait que tous les hommes politiques jusqu'en fin 59 ont demandé de sacraliser la cause française en Algérie. Et c'est important. Et alors, je veux savoir ce que vous devenez. Alors oui, donc, pendant plusieurs jours, les jours du putsch, vous êtes là avec l'état-major des putschistes. Donc, est-ce qu'il y a eu des plans de préparation, par exemple de l'occupation d'Alger? Est-ce que le putsch a été quand même mûri et de manière un peu scientifique, un peu... Non Eh bien, monsieur, je suis obligé de vous dire que, à mes yeux, cette affaire a été menée par de grands amateurs. J'ai l'impression que tout le monde pensait qu'il fallait s'opposer à De Gaulle, y compris par la force, mais que rien n'avait été décidé ni préparé. J'en veux pour preuve que le bouquin que je vous remets là, qui est écrit par le capitaine d'Harcourt, Baït d'Harcourt, qui partait, lui, à Madagascar, où il était affecté, prend ses valises à Alger 3 jours avant le putsch, et là, son camarade de Lousteau, vous allez le lire, lui dit, tu ne pars pas à Madagascar tout de suite, tu restes là, tu vas préparer le plan opérationnel pour prendre Alger. Et il apprend comme ça quelles sont les unités qui vont être disponibles, et c'est lui qui établit, un ordre opérationnel qu'il soumet à Charles, qui le signe sans même l'avoir regardé. Et le plan a réussi du reste. Car il faut bien le dire, au plan militaire, imaginons que Charles décide ce que l'on pensait, la mobilisation des unités territoriales pieds noirs, militairement le putsch réussissait. J'aime pas utiliser le mot putsch, je préfère colère, mais enfin c'est plus commode pour tout le monde. Mais tout à l'heure je vous le disais, oui, c'était très facile de réussir militairement, mais après, qu'aurions-nous fait de cette victoire? C'est ce qui me prouve, à mes yeux, que quand même, c'était une affaire menée par de grands amateurs, de grands rêveurs. D'autre part, parmi la tête, les généraux putschistes, il y en avait quand même, Salan avait été très populaire,
mais il n'y avait quand même personne qui avait un charisme peut-être suffisant, non Oui, il n'y avait aucune tête politique en tout cas. Oui, il n'y avait aucune tête politique. Oui. Charles était, comme Zeller, était un homme qui était incontestablement écœuré par l'abandon de l'Algérie, parce qu'il avait été chef d'état-major de l'armée, qu'on lui avait rien dit, qu'on lui avait demandé d'agir comme d'habitude pour gagner la bataille. Ce sont des hommes indignés, en fait, que j'ai vus à cette époque-là. Le père Charles était un type très républicain d'esprit, et je pense qu'il a obéi à une colère, et qu'il a sauté au dernier moment. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je pense tout de même que la cheville ouvrière, c'est Argaud. Merci beaucoup. Je voudrais peut-être